L'audience est ouverte, veuillez vous asseoir. Vous approchez, monsieur, s'il vous plaît. Madame est présente. Il vous est reproché d'avoir, le 22 juin 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à 8 jours, en l'espèce 2 jours, sur votre épouse, étant précisé que vous étiez donc le conjoint de la victime et que vous vous trouviez en état d'ivresse manifeste. Et enfin, il vous est reproché d'avoir, le même jour au même endroit, de manière réitérée, menacé votre épouse et votre fils, en l'espèce en leur disant « Si je te revois, je te flingue, je finirai mes jours en prison, je te flinguerai tôt ou tard, toi ou ta mère, je vais te tuer au chalumeau, je vais te brûler la figure comme les Arabes ils font, je vous tuerai tous les deux, je vous tuerai au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je vous tuerai tous les deux, ordures que vous êtes. » Oui, pour votre différend familial, vous me précisez le nom de la rue, s'il vous plaît? Bonsoir. C'est vous qui avez fait appel à nos services? C'est avec ce monsieur? Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'étais pas bien et tout, je commençais à écouter des musiques, je commençais à pleurer et tout. Et lui, il commençait, je sais pas ce qu'il a eu. Il m'a demandé un briquet, j'ai donné son briquet. D'accord. C'est votre mari? C'est le père de... Non, c'est mon copain. C'est votre petit copain? D'accord. Ouais, c'est la première fois qu'il y a... 4 fois? Vous avez déjà déposé plainte? Non. Main courante? Défectuée? Non. Non. Ce qu'il faudrait faire, c'est justement signaler les faits, que ça ne se reproduise pas, parce que c'est pas une vie, ça. Hein. Non, je sais, je suis enceinte et tout. Si vous ne vous sentez pas la force de déposer plainte maintenant, vous pouvez faire une main courante ou on peut faire un procès verbal blanc sans déposer plainte, mais en détaillant réellement tout ce qui s'est passé, tout ce qui vous a fait. C'est vraiment important. Vraiment important pour vous, pour votre avenir et pour... Puis il faut voir, surtout pour vos enfants. Pour vos enfants, il ne faut pas... Puis vous, en tant que femme, vous ne pouvez pas accepter qu'un homme vous lève la main dessus. Ils n'ont aucun droit, aucun droit. Il faut trouver le courage, mais je pense que vous avez le courage. Non. Mais si, bien sûr que si. Bien sûr que si, vous l'aurez le courage. Si vous n'avez pas le courage, il faut vous faire aider par des associations. Tu montes avec mes copains? Oui? Ils sont cool, hein, tu vas voir, ils sont gentils. Hein. Allez, on verra après. Ouais, allez, tout à l'heure. Vraiment chaud. Oh, ne coupez pas, s'il vous plaît. Eric? Allô? Oui, bonjour. Bien sûr, mais je comprends bien. Mais là, ce que vous me dites là, c'est que vous préconisez, vous, une solution, on va dire, intelligente à un problème de conflit qui existe entre deux personnes adultes responsables. On est bien d'accord. Bon, le problème de ce que je comprends de la situation, madame, c'est que vous faites preuve de responsabilité et de maturité dans ce que vous me dites, et on parle quand même de quelqu'un qui vous fait peur. C'est bien de ça dont on parle. Donc là, on a passé un cap. C'est-à-dire que là, vous m'expliquez un problème de séparation entre un couple, quoi, dans un couple. Et en fait, lorsque vous parlez de ça, vous parlez de violence. Moi, ce que je me dis, c'est que c'est pas forcément le plus important d'être divorcé, hein, d'être arrivé au bout du divorce,
Je crois que le plus important, c'est le pas que vous avez fait en prenant la décision de partir. Ça a été difficile. Moi, je me souviens que la première fois qu'on s'est parlé au téléphone, vous étiez toujours avec lui. Hein? Et c'était pas si vieux, c'était j'ai sous les yeux, le 18 décembre, quand on s'est parlé la première fois. Donc vous avez quand même fait en 6 mois un bon bout de chemin. Voilà, faites constater, et puis voilà, le fait de faire constater, encore une fois, ça vous donnera éventuellement la possibilité de l'utiliser sur ce certificat médical ou pas. Ça ne regardera que vous, ça. Et par contre, si vous ne faites pas constater, vous n'aurez pas le choix. Ok ? Ce qu'on appelle la spirale de la violence, ça a effectivement une forme de spirale. Cette spirale représente le temps. Et sur le temps, il y a des moments où on sent qu'une crise va arriver. Et puis ça monte, et puis voilà. Ici, il y a un épisode de crise de violence. Alors, ça peut être des insultes verbales, ça peut être, et puis ça peut être des coups, bien sûr. Puis, cette tension retombe, et il y a une période d'accalmie, et c'est même plus qu'une accalmie, ça s'appelle une période de lune de miel. Parce que c'est le moment où, en tout cas au début de la relation, monsieur peut s'excuser, offrir des fleurs, dire que plus jamais il ne refera ça. Et puis de nouveau, il y a une période de tension, ça monte, et ça aboutit à un autre épisode de violence, et donc suivi d'une autre période de lune de miel, etc., etc. Et là, on voit bien, malgré mon mauvais dessin, que les périodes d'explosion de violence sont de plus en plus rapprochées. Les périodes de lune de miel sont de plus en plus courtes, jusqu'à disparaître totalement. Ça montre bien que si rien n'est fait, l'homme violent s'autorise à ne plus fonctionner que comme ça, par période de tension, d'explosion. Et peut-être un petit peu des périodes où ça se calme, mais ça dure de moins en moins longtemps, ces périodes où ça se calme. Et le problème, c'est que tant qu'il y a des périodes où ça se calme et des périodes qu'on peut appeler lune de miel, Madame reprend espoir, bien sûr, que effectivement c'était la dernière fois. La dernière année où on a passé ensemble, la violence était quotidienne, il me frappait régulièrement. Je vivais dans la crainte et dans l'angoisse qu'il puisse s'en prendre aux enfants. Et moi j'ai sombré dans la dépression, j'ai fait une tentative de suicide et il m'a fait interner. Cet enfermement, je l'ai vraiment très mal vécu, ça a été... Et ce qui m'a permis aussi de me sauver. Quelque part, c'est l'électrochoc dans les deux sens. Et, il fallait avoir touché le fond pour pouvoir mieux rebondir, quoi. Tu as vu jusqu'où ça peut aller, tu as vu jusqu'où toute cette violence peut t'entraîner. Regarde comment tu es considéré. J'aurais été morte, ça aurait été pareil pour lui, quoi. Voilà. Je suis partie une fois à l'hôtel avec les deux petits, j'ai pris tout le monde sous les bras, je la lèvre ensemble, je suis partie. J'ai dit j'en ai marre, mais bon, sans revenu, sans rien, puisque j'avais arrêté de travailler, j'avais plus, du moins à force de péripéties, j'ai perdu tous mes emplois grâce à lui, j'ai pas pu en maintenir un. J'ai décidé au bout d'un moment on rentrerait à Martigues, quoi. À force, j'en pouvais plus. Et est-ce qu'il vous disait si tu avais fait ça, peut-être que si tu étais comme ça, peut-être que il arrivait à... Non, on n'en parlait pas.
Il n'y avait pas de parole. C'est-à-dire, il n'y avait jamais de pardon après la violence. Au début, oui, puisque je suis restée autant de temps avec lui, il s'excusait, il émettait toute sa volonté, quoi. C'était vraiment quelqu'un de... Il pouvait être charmant après, s'excuser, tu vas voir, je vais m'en sortir, je vais faire des cures. À la fin, non, à la fin, on avait affaire qu'à une personne méchante, quoi. C'était... Vous n'avez pas décrit cette violence, ce ressenti que vous aviez quand il vous tapait. Bon, vous avez parlé de la lèvre fendue, mais pas des coups, pas... J'aime pas trop en parler, quoi. C'est quelque chose de... C'est des mauvais sentiments, c'est quelque chose qui m'est... Est-ce que vous en avez honte? Quelque part, oui, aussi, oui. Oui. Pourquoi je l'ai laissé faire, ça, oui. Pourquoi être allé jusque-là, oui, c'est vrai que c'est quelque chose que... Et pourquoi on reste aussi longtemps dans cet enfer-là, comme vous dites? Ben parce que... Par amour, déjà. Par envie d'aider l'autre. Et un grand désir de se dire il va changer, il va s'en sortir, il va y arriver, et on ne croit jamais que ça peut être pire, quoi. Voilà, ce qui fait que on reste et on se dit non, c'est pas possible que ça empire, c'est pas possible que... Et puis malheureusement, si, quoi. Si, on peut même presque y laisser sa vie, comme pour moi, quoi. Et ça peut être... ça peut devenir une situation qu'on maîtrise plus après, où on vous enlève les enfants, ou voilà, se taire, c'est aussi laisser faire tout ça, quoi. On est démarré parce que... Voilà. Commencer par la première famille. Madame explique que dès le début, monsieur se montrait violent, mais surtout, en fait, il a été extrêmement violent depuis sa grossesse, donc la grossesse de la dernière. Elle parle des violences verbales, économiques et physiques. Monsieur a déjà fait 2 mois de prison ferme. Il a été condamné à 18 mois de sursis et une obligation de soins. Et pendant tout ce temps-là, madame, elle était où, hein? Elle a été dans le domicile conjugal. Elle a été hébergée aussi à un moment donné. Et en fin de course, elle a été à l'hôtel social de la famille. Je pense aussi qu'elle est assez découragée parce qu'avant d'arriver quand même à l'hôtel social de la famille, elle a essayé de mettre des choses en place, du moins au moins pour trouver une autre solution de logement ou d'hébergement. Et que là, elle ne voit pas du tout d'issue et que du coup, ouais, elle est complètement épuisée par tout ça, quoi. Elle se demande comment elle va pouvoir faire alors qu'elle a essayé de mettre des choses en place. Et par contre, je pose une question désagréable. Elle a quelle autre solution, cette dame? Le souci, c'est ça. Étant donné qu'elle ne voulait pas faire de demande ailleurs qu'à Marseille, bon, malgré l'insistance des divers travailleurs sociaux, c'est un peu un souci. Après, par rapport à l'âge des enfants, de toute façon, il n'y a pas de choix. C'est la caravelle ou ici, quoi. Est-ce qu'on pourrait voir les autres demandes, puisque du coup, bon, on sera bien obligé de toute façon de trancher, de prendre qu'une famille, voir les autres éléments. Donc bon, vous allez rentrer à l'hébergement. Il faut savoir que vous allez avoir un temps où vous allez vous poser, un petit peu décompenser. Vous n'aurez pas l'énergie de tout faire. Il ne faut pas vous en inquiéter. Hein. Donc là, on va vous expliquer un petit peu comment ça se passe à l'hébergement. Hein, parce qu'il y a un contrat à signer qu'on va remplir là et un règlement. Hein.
Donc votre courrier arrive ici, aux locaux, hein, comme je vous l'ai expliqué, et pas du tout, et rien n'arrive dans les boîtes aux lettres. D'ailleurs, en fait, vous n'avez pas de boîte aux lettres dans l'appartement, hein, il n'y a pas votre nom sur la porte. Hein, vous êtes domicilié ici, hein, 10 avenue du Prado. Voilà. Et bien sûr, par mesure de sécurité, vous ne devez pas donner votre adresse. Non, je ne donnerai personne. Voilà. Hein. Bon, la seule chose qui dérange mes enfants, parce que bon, ils ont quand même leurs amis, quoi. Ouais. Et donc, voilà, quoi. Enfin, ma fille, elle aimait bien faire des petites soirées pyjama avec ses copines. Ouais. Et mon fils, c'est pareil, quoi. Ouais. Mais même si vous êtes dans un appartement individuel, ça reste un foyer. Hein. Ça reste un foyer, et c'est vrai qu'ils ne pourront pas, le temps où sera l'hébergement, recevoir leurs copains à l'appartement. Hein. Donc ça, je vais leur expliquer tout à l'heure, qu'ils ne pensent pas que ça vienne de vous, que c'est quelque chose qui vient de votre part. C'est le règlement. Hein. On va recevoir les enfants. Je voulais savoir un petit peu comment vous vous sentiez. Hein, est-ce que vous êtes inquiet? Moi, je suis pas inquiète, mais je suis contente. T'es contente? Je suis trop contente. Parce que maintenant, c'est plus la peine, on va plus se balader de foyer en foyer, refaire les affaires, repartir. Et tout ça là, on va être stable. Ma mère, elle va prendre le temps de chercher, le temps, on va redevenir une famille stable. On a vu tout le temps la pression, courir par-ci, courir par-là. Alors que là, non, on va rentrer tranquille. Alors vous savez que votre maman, quand même, elle a vécu des trucs très difficiles, hein, des situations très difficiles. Non, en plus, moi, je pense que ça lui fait encore plus de bien à elle qu'à nous. Parce que nous, on n'a pas vraiment senti la galère en vrai. On voyait d'autres personnes qui souffraient, mais nous, au fond de nous, on ne souffrait pas. Franchement, elle nous a protégés, elle nous a jamais fait sentir la misère. Jamais. Bon, c'est sûr, il y a des moments où on comprend, donc des fois on ne veut pas lui dire parce qu'on sait que ça va la blesser, mais... C'est gentil, hein, enfin, ils ont bien mesuré à quel point vous avez protégé leur vie et à quel point vous vous démenez pour qu'ils aient une vie décente, malgré une situation compliquée et dure. C'est bizarre parce qu'après une violence, quelle qu'elle soit, on a toujours un besoin de tout le temps se laver, tout le temps se... Je sais pas. Comme si on essayait d'enlever ce qui est... Comme ça, on essayait en se lavant de... Je sais pas, c'est bizarre. Toi, ça a été quoi le déclic pour partir? Là où ça m'a vraiment motivée, c'est quand on était dans la chambre et qu'il y avait l'arme. Là, c'est le coup de l'arme. J'ai pas eu peur de mourir. J'ai eu peur de plus voir mes enfants. Donc, de là, j'ai dit non. Qu'est-ce qui a été le plus difficile dans cette décision? Franchement, c'est de partir et de ne pas savoir où on va dormir le soir. De partir et de ne pas savoir... c'est la peur, ça fait peur. On se demande si on doit partir ou rester ou se foutre en l'air. Il y a 3 possibilités. On reste, on encaisse jusqu'à quoi un jour ça pète et qu'il y en ait un de nous deux qui meurt, que ce soit lui ou moi. Ou alors, on a le courage de partir, de tenir bon, en sachant tout ce qui
qu'on se retrouve à la rue avec nos 4 enfants et un bébé de 3 mois. Ou alors, on se tire une balle dans la tête. Ouais, j'ai pensé. J'ai pensé à ça, ouais. En emportant mes 2 petits. Les 2 derniers qui n'ont pas de père. Ouais, c'est bien sûr, on pense à plein de choses. Vous croyez quoi? On a vécu la misère, et en plus, on a vu la mort de très près. Et quoi faire? Je voudrais juste une dernière question. Ça t'apporte quoi l'association? On rentre, on n'a plus envie d'en sortir. Non, c'est vrai. Une association comme ça, non, tout. Tout. Je suis arrivée, je vous ai dit, je sortais pas déjà avant de partir, je sortais plus. Et du coup, je faisais plus rien avec mes enfants, plus de sortie, plus rien. Et quand je suis arrivée ici, je me suis enfermée. Et eux, ils m'ont aidé franchement, à sortir, ne serait-ce que de faire les papiers ou quoi que ce soit, en tout point. Même au niveau psychologique, il y a la psychologue, il y a... Bon, j'ai aussi un psychiatre indépendant, parce que s'il y a eux, ils sont là à tout moment, s'il y a quoi que ce soit. Et ils m'ont aidé à me reconstruire, en fait. Tu sais, c'est la maison où tu vas être avec maman. D'accord? Voilà, vous allez vous poser un peu là avec maman et nous, on va finir d'aller chercher les affaires. Voilà. J'ai pris 3 lits, le 4e, je ne savais pas où vous allez mettre la petite. Après, vous vous arrangez, vous nous enlevez, vous faites... Voilà. Bon, si vous manquez quelque chose, en tout cas, bon, par exemple, pour le pot, j'en ai parlé à Robert. Donc, il va certainement s'en occuper demain. T'es crevée, toi. Ouais, elle en peut plus. Ouais, elle en peut plus. Madame, vous êtes chez vous. On va se sentir vraiment beaucoup mieux. Ouais, je suis contente. Bon. J'ai l'impression qu'on ne m'entendait pas. Et... Oui, que vous criez l'envie. Ça fait 1 an et demi qu'on fait que... Donc, je n'arrivais pas à comprendre. Ça, c'est le numéro de téléphone d'ici. Oui. Ça, c'est l'adresse là où je suis située. Voilà. D'accord. Hein? Ok. Je pense que... Je réalise pas que je suis dans un appartement, quoi. Que c'est un appart. Mes enfants, ils ont une chambre, je veux dire, c'est une vraie maison, quoi. Avoir plus d'intimité, quoi, ça, c'est le plus important, quoi. Je savais plus à quoi ça ressemblait vraiment Moi, j'étais hébergée, mais là, c'était... Là, je sais que, bon, même que c'est pas à moi, je sais que... Je sais qu'il est presque à moi, quoi. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais... Voilà, quoi.
Il débarque à n'importe quelle heure. Tout à fait. Il enlève les enfants. Ah ben là, la première fois, ouais, c'est une première. Il est violent, alors il est mentionné partout qu'il ne frappe pas les enfants. Non, bien sûr, j'ai jamais dit qu'il frappait les enfants. Voilà. La seule fois où j'ai dit qu'il a voulu mettre une gifle à sa fille, c'est le jour de notre séparation. Parce que la petite hurlait de peur, parce qu'il cassait tout, il était violent avec moi, il m'insultait à tout va, la petite a eu très peur, et ne supportant plus les cris de la petite, il est allé vers elle et il a voulu la gifler. Mais j'ai dit, si jamais il tape la petite, je crois que je plante. J'aurais morflé, je serais peut-être morte. Mais j'ai dit, il ne touchera pas mes enfants. Et après, bien évidemment, il m'a empoigné dans le dos, il m'a plaqué contre un angle de mur, je me suis protégée, sans quoi j'aurais été défigurée. Mais pour lui, c'est rien. Pour lui, il m'a jamais fait ça. Quand je suis arrivée à l'hôpital, bien sûr, ils ont très bien compris que le coup que j'avais eu m'importait peu. C'était plutôt le psychologique qui avait énormément pris. J'avais la marque dans le dos, ça c'était clair. Mais c'était pas ça qui me perturbait le plus. Non, j'avais été complètement déstabilisée. Je trouve pas les termes de toute façon. Ça m'avait complètement voilà. Après quand je suis allée démolie. Ouais, bah oui, je veux dire, j'étais réduite à rien quoi. Quelles sont vos peurs aujourd'hui? Eh ben, mes peurs, c'est qu'ils viennent à tout moment chez moi, dans la rue. On est obligé de vivre en reclus, voilà, tout le temps comme ça, sur la sellette. Quand il est en crise, ben voilà, on est obligé de placer les enfants, se cacher. Non. Ce que vous dites, c'est que même actuellement, quand vous êtes dans votre maison, vous ne vous sentez pas protégé. Pas du tout. Vos enfants ne se sentent pas protégés non plus. Et il y a des dispositions qui sont prises, on mettre des cadenas aux fenêtres. Vous me disiez que ça vous arrivait aussi de ne pas mettre l'électricité. Mais oui, je vivais cachée pour justement faire croire qu'il n'y a personne. Sans quoi il cassait encore tout. Voilà dans quel contexte on vit actuellement. C'est sans arrêt. On n'est jamais à l'abri de... Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez de la loi? Mais que je sois entendue, que je sois protégée, moi et mes enfants, que je puisse vivre normalement, que je puisse avoir une interdiction qui m'approche, moi et mes enfants. Voilà, j'attends ça de la loi, un minimum de protection. Je n'ai aucune protection. Voilà, j'ai rien. Malheureusement, voilà. À l'heure actuelle, on est dans cette situation-là. Très bien. Alors d'abord, vous, depuis la dernière fois, qu'est-ce que vous pouvez me dire? C'est vrai qu'en prenant du recul ou quoi, je trouve que oui, c'est vrai. Sur pas mal de... Depuis que je suis arrivée, surtout, j'ai avancé en fait. Surtout. Maintenant, je pense que l'aide dont encore j'ai besoin, c'est le relationnel avec les enfants, c'est encore le fait de me projeter dans un appartement toute seule. C'est encore ça. J'ai pas réussi encore à faire le passage où je serai plus ici. Ça reste ce problème-là à régler en fait. On va le travailler comme on a travaillé le reste. Hein. Ça, on ne va pas vous lâcher dans la nature avec vos angoisses, vos questions. Et on continuera à vous accompagner ici au titre de la violence si toutefois vous trouviez un appartement dans les prochains jours. Ce qui n'est pas gagné. Oui. Voilà, donc vous le savez bien, on a beaucoup de difficultés à trouver de grands appartements. Oui, donc c'est très très compliqué et je sais. On y arrive difficilement, que ce soit dans le public comme dans le privé. Dans le privé, oui. Hein, donc on va travailler ça avec vous et puis on va voir comment on peut vous aider. Mais c'est vrai que quand on a subi ce qu'on a subi et qu'on arrive dans une association comme la vôtre, où moi je suis arrivée le 21 septembre et qu'on sait qu'il y a d'autres familles qui attendent, que vous n'avez que 5 logements pour je ne sais pas combien de personnes qui attendent,
on sait qu'il faut se donner à fond pour s'en sortir, pour laisser la place, alors qu'on n'a pas encore le temps de se guérir. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais vous n'êtes pas la seule. Quitter l'hébergement, c'est toujours compliqué. C'est vrai, on ne se rend pas compte quand on y rentre, parce qu'on se dit ça y est, on est rentré. Après, on n'a pas envie d'en sortir. Parce que ça aussi, c'est se retrouver avec des voisins, enfin notre contexte. Vous en avez là des voisins? Oui, mais parce que justement, on ne sait pas quel logement on va me proposer. Imaginez-vous, c'est dans les quartiers nord, dans les grandes tours, dans les... C'est pour ça me fait peur. Ça dépend du lieu aussi. C'est le lieu qui... Faut pas que ça rappelle le lieu d'où je viens. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire? Oui, là où vous avez vécu votre souffrance. C'est ça. C'est la peur de retrouver un lieu qui y ressemble. En même temps, ce ne sera jamais le lieu où vous avez vécu la souffrance. C'est un autre mais il ne faut lieu. pas que ça y ressemble. Quoi, et c'est un lieu qui ressemblera à ce que vous voudrez qu'il ressemble. C'est vous qui allez l'aménager, c'est vous qui allez le décorer, vous allez vous l'approprier. Voilà. Ce sera votre chez vous. Et quand vous aurez la clé de chez vous, ce sera un petit miracle. S'il ne vient pas aujourd'hui, ça voudra dire qu'il a renoncé à son droit de visite pour sa période de vacances, donc c'est-à-dire pour le mois de juillet. Comme le mois d'août, c'est ma période de vacances, ça voudra dire qu'il a renoncé aux vacances d'été, tout simplement. Et des fois, je fais pipi au lit, si j'ai peur. Ça veut dire que je fais un rêve, ça veut dire que j'ai peur. Tu rêves de lui, quand tu rêves de lui, c'est ça? Oui. Des fois, il n'était pas gentil, des fois, il était gentil. Ça mélange. Alors, ça veut dire, une fois, il a bu de l'alcool. Et après, avec son copain, il est allé au bar. Ils ont bu de l'alcool et 2 bouteilles de grosses. Ils t'ont emmené avec eux au bar? Ben oui. Quand je jouais. C'est tout. Ouais. Ils n'ont jamais pensé au bien-être des enfants dans tout ça, quoi. C'est toujours, on privilégie le rôle du père, peu importe l'état du père, et au détriment des enfants. On ne se demande pas si tous les 15 jours il va bien, s'il n'en a pas peur, si, ou maintenant, de visu, les enfants le voient bien que le père ne vient pas. L'abandon, c'est tous les 15 jours, je ne vois pas ce qu'il faut faire de plus, quoi.
Donc là, vous êtes allé ce matin, donc c'était le 03 07 2010. Vous êtes allé vers quelle heure? Il était 11h45. Et vous êtes resté jusqu'à 12h35. On va modifier ça. Donc accompagné de mon compagnon. Oui. Donc qu'est-ce que vous avez fait cette fois-ci? Vous êtes resté sur le parking, vous êtes allé sonner? Non, on a attendu sur le parking, personne ne s'est présenté. D'accord, vous avez attendu sur le parking, et là, vous n'avez pas vu quelqu'un comme la dernière fois? Non, cette fois, il n'y avait personne. D'accord. Donc il a quelle période? Il a juillet et moi j'ai le mois d'août. D'accord. Alors, donc, et ce pour satisfaire mes obligations prescrites par l'ordonnance du référé du 06 janvier 2009. Voilà, je vais vous demander une signature sur les 2 exemplaires. Merci. Et vous gardez celle qui est le cachet du service. C'est ici. Merci. Ça fait combien maintenant? C'est la 35e aujourd'hui. Pour non-présentation d'enfants. 35e plus le reste. Oui. Je pensais pas que ça pouvait en arriver là, quoi. Comme ce qu'elle disait tout à l'heure, qu'il prenait la tête, qu'il a tapé par terre. Jamais ça me viendrait à l'idée de concevoir une telle chose. Donc après, non, je concevais pas ça du tout, quoi. Après, quand Christine elle m'a évoqué tout ce qu'elle a vécu, c'est sûr que c'est pas évident pour elle. Bon, après, on fait avec au quotidien, quoi. On l'accompagne. Je sais pas si je me serais sorti aussi bien. Parce que c'est de la volonté, mais c'est chaud bouillant, quoi. Elle a l'envie. Mais je pense pas qu'elle a envie pour elle, je pense qu'elle a envie pour la sécurité des enfants. C'est plus la sécurité des enfants qui la préoccupe qu'autre chose. Après, tout ce qu'on vit tous les deux, bon, avec les enfants, ce qu'on vit tous les deux se passe bien, donc après, il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien, quoi. Dans mon histoire à moi de violence, il y a un début, il n'y a pas de fin. Quand il dit à son fils, les gens, il faut qu'ils se prosternent devant toi, comme ils se prosternent devant moi. Mais voilà dans quelles conditions ils sont les petits. Il les prend jamais, il ne paye pas de pension, il ne paye rien. C'est à moi de tout gérer. Par contre, il a fait irruption quand il veut, au-dessus des lois. C'est mes enfants, je fais ce que je veux, je les prends si j'en ai envie. Non, tu prends pas les enfants quand tu veux. Les enfants, c'est pas des jouets. Mais le problème, c'est que vous n'avez aucune preuve ni aucun papier qui justifie, comment vous dire, qu'il n'a pas le droit de les prendre. Le danger, il est là, on le dit, on le manifeste, on le prouve, mais il n'y a rien de fait. Moi, il a été aussi déclaré violent, alcoolique, c'est écrit dans mes jugements, mais bon, comme je l'ai dit, il n'y a pas de principe de précaution. Voilà. S'il faut en arriver à ce que les enfants ils aient un accident, ou qu'ils les tapent, ou que... C'est un traumatisme. On va sacrifier des enfants pour une personne qui ne le mérite pas. Moi, j'ai eu la peur au ventre au départ. Hein. C'était pourquoi on dit que mon fils, il faut que je l'amène? Pourquoi? Et je peux comprendre que Sandrine craque et que ça soit difficile. Parce que la justice, comme je vous dis, elle nous broie. Voilà, on n'est qu'un cas parmi tant d'autres. Mais attendez, j'ai vécu sous pression pendant 7 mois. J'étais au bout du rouleau, j'ai tenu bon, je ne me suis pas mise en maladie. Aujourd'hui, j'ai craqué. Mais personne ne le comprend. Tout ce qu'on sait me dire, c'est que quelque part, la vie que j'ai, c'est la vie que j'ai voulu, que j'ai choisie. On me l'a sortie en pleine figure. Ça, je ne l'oublierai jamais. Je suis désolée, j'ai rien choisi, moi. J'ai rien choisi, moi. Je veux dire, j'ai la vie que j'ai, je me bats pour ça, mais je ne suis pas entendue. Donc après, c'est sûr qu'à un moment donné, ça a des répercussions sur le travail, ça a des répercussions de partout. Je pense que si chacun faisait son boulot, si la justice entendait les gens en détresse, je pense qu'on arriverait à gérer certaines situations graves. Allô? Oui.
D'accord. D'accord. Alors je l'ai pas lu moi. T'as vu ça? Mais je l'ai pas lu. Tu vas lire. C'est pas merveilleux? Là, je voyais que la météo, je me suis dit. Un ingénieur condamné pour avoir battu sa femme. Peine de 3 ans de prison, dont 18 mois avec sursis, et mise à l'épreuve. Ah, ça c'est un peu nouveau quand même, hein. A été prononcé hier par le tribunal correctionnel de Versailles à l'encontre d'un ingénieur de 32 ans, poursuivi pour des violences sur sa femme, battue jusqu'à des fractures ces dernières années. Sa mise à l'épreuve de 3 ans comporte l'obligation de soins et l'interdiction d'entrer en contact avec son épouse. Elle a obtenu 5 000 € de dommages et intérêts. Le tribunal n'a pas prononcé le mandat de dépôt, comme l'avait requis plus tôt dans l'après-midi la procureure. Alors si ça pouvait faire jurisprudence entre guillemets, ce serait pas mal, quoi. Oui, puis c'est intéressant parce qu'il y a à la fois la condamnation qui est quand même importante, mais c'est aussi le sursis avec mise à l'épreuve qui va permettre de mettre en place, enfin, si en tout cas à Versailles ils peuvent le faire, avec la juge d'application des peines qui est un suivi de l'auteur et que ce ne soit pas que la condamnation et la prison. On pense que ça règle tout, y compris pour les auteurs de violences conjugales. Si la prison réglait tous les problèmes, ça se saurait depuis longtemps. Et là où on est quand même le plus avancé, quand même, c'est avec le parquet d'Aix-en-Provence, où on a mis en place ce genre de suivi des auteurs avant qu'ils passent en audience de correctionnelle, et un travail qui permet peut-être d'amorcer une prise de conscience du côté de l'auteur par rapport aux actes qu'il a commis et qu'il a posés. Ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre contact, donc comme on l'a convenu avec votre mère, pour voir si elle peut vous héberger ce soir, d'accord? Je vais transmettre après mon rapport au magistrat pour qu'il sache un petit peu comment orienter le dossier. Je peux quand même pas repasser à la maison prendre des affaires pour ce soir parce que ça fait 2 jours que je suis comme ça. Oui. Ben, écoutez, ça va dépendre de ce que le magistrat va décider. Soit vous avez une interdiction de rencontrer votre compagne jusqu'au procès, donc jusqu'au renvoi devant le tribunal correctionnel qui sera courant du mois d'août, et auquel cas il faudra trouver un intermédiaire pour aller chercher vos affaires et vous les ramener. Pareil pour voir votre fille. Votre fille, vous pourrez continuer à la voir, mais il faudra trouver des aménagements pour que vous puissiez la voir sans voir Christelle. D'accord ? Mais après, peut-être que le magistrat pourra décider que vous aurez cette possibilité-là quand même de la voir et de ne pas habiter au domicile. D'accord ? Donc ça va se décider cet après-midi. Vous en saurez un petit peu plus en fin de journée là. D'accord. Ce qui vous est reproché, monsieur, ce sont des faits de violence par concubin. Donc c'est un délit qui peut vous amener à encourir une peine d'emprisonnement de 3 ans. Voilà, sachant qu'il y a peu de chances pour que vous soyez condamné à 3 ans d'emprisonnement, puisque ce sont les premiers faits qui vous sont reprochés sur le plan pénal de cette nature. Moi, j'ai décidé de vous déférer aujourd'hui devant moi et de vous convoquer devant le tribunal correctionnel à une date d'audience que je vais vous donner début septembre. Et d'ici cette audience, je demande votre placement sous contrôle judiciaire, avec plusieurs obligations ou interdictions. Une première interdiction qui est l'interdiction de résider au domicile que vous occupez actuellement. Une obligation de rencontrer un service social qui verra avec vous quelles peuvent être les démarches à faire sur le plan psychologique ou autre pour que les choses se passent mieux. Voilà, est-ce que vous avez des choses à dire là-dessus, monsieur ? Si je peux juste vous poser une question, vous me dites de ne pas me rendre au domicile familial. Est-ce que là, j'ai le droit de la rencontrer dans un autre environnement ?
Je pense que vous pouvez la rencontrer. Je pense pas qu'il y ait de difficultés. Je crois que le problème, il est vraiment... À la maison. Il est à la maison, voilà. C'est pour ça que je ne demande pas ce que vous soyez interdit de rencontrer madame. Donc moi, je demande à ce que vous comparaissiez devant le tribunal correctionnel le 2 septembre 2010 à 14 h. Donc à l'adresse qui est indiquée sur ce procès verbal. Donc ce que je vais vous remettre vous sert de convocation. Voilà, donc là vous allez voir le juge des libertés de la détention qui vous notifiera les obligations du contrôle judiciaire. Donc maintenant, il faudrait mettre à profit cette période pour vous poser puis voir un petit peu ce que vous voulez faire à moyen terme au niveau de votre vie de couple et puis de vous-même. Voilà. Donc, elle vous a donné la liste des obligations qu'elle demandait. Vous avez bien entendu ce qu'elle vous a demandé? Quand je lui ai demandé si je pouvais quand même rentrer en contact avec ma compagne, elle m'a pas interdit de le faire, apparemment du moment que c'était pas à la maison. Alors, c'est-à-dire que le procureur a fait une demande avec certaines obligations et c'est moi qui vais prendre la décision en ce qui concerne les obligations qui vous seront imposées. Donc, en ce qui concerne le fait de ne pas résider au domicile conjugal, c'est ce que demande le procureur, que vous habitiez ailleurs. Qu'est-ce que vous avez comme observation à faire? Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Vu que ça fait depuis cette altercation que tout se passe bien, je vois pas pourquoi ça pourrait pas continuer dans ce sens-là. Il n'y a pas eu de violence depuis? Il y aurait des petites prises de bec, mais rien de spécial, quoi. De violence, non. De violence, non. Alors, il y a eu une enquête là par la Perse, une enquête rapide là, où il est indiqué que, puisque le procureur donc demande à ce que vous habitiez dans un foyer le temps... un foyer ou ma mère. Hein. Voilà, non mais le procureur demandait ça, bon, et semble-t-il, votre mère accepterait de vous héberger. Oui. C'est ça, c'est certain ça. Oui. Au niveau des obligations que je vais vous notifier, qu'on va vous notifier là, et que je vais vous imposer, je ne vais pas vous interdire de rencontrer votre compagne. D'ailleurs, il serait peut-être, si vous pouvez, faire une démarche auprès d'un organisme de thérapie familiale ou de médiation pour pouvoir avoir des entretiens par la suite. Ça serait important que vous le fassiez, si votre compagne est d'accord. Par contre, je vais vous demander de résider hors du domicile, donc chez votre mère, jusqu'à l'audience corrective. Sinon, ça c'est déjà sympa. Donc, c'est bon le PV? Oui. Je te flinguerai tôt ou tard, toi ou ta mère, je vais te tuer au chalumeau, je vais te tuer tous les deux, je vous tuerai au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je vous tuerai tous les deux, ordures que vous êtes. Et un jour, il est rentré dans la cuisine en me disant tu n'es jamais contente, et il a commencé à me frapper, à me donner des coups de poing dans le bras, à m'attraper très fort avec sa main aussi, donc, il m'a donné des coups de pied. Mais moi, à ce moment-là, je ne dis rien parce que j'ai peur qu'il continue, donc je veux qu'il se calme. Et
Donc je ne parle pas, je ne dis pas grand-chose, je lui dis « excuse-moi ». Lorsque je me suis couchée, il est venu dans la chambre avec un couteau, il m'a menacé de me tuer. Et je sais que quand il est en crise, il ne se contrôle pas et je pense qu'il peut aller jusque-là. Et tout ça, comme je vous ai dit, ça passe par de la communication avec votre épouse. Oui, mais mon épouse n'a pas de communication. Elle s'exprime très très peu, pas qu'avec moi d'ailleurs. Les personnes qui la connaissent le savent, donc voilà. Mais en même temps, vous n'exprimez pas non plus, vous, auprès d'elle, d'après ce que vous me dites. Comment Parce ça? que là, vous me parlez de soupçons, vous me parlez de plein de si, choses si, si, si. J'allais constamment vers elle. D'accord. J'allais constamment vers elle. Donc vous avez mis un jour carte sur table en lui disant les soupçons Mais plusieurs fois, mais plusieurs fois. Tout nié, à chaque fois. Non seulement elle niait, mais elle refuse de prolonger une... Voilà, donc elle le nie souvent. D'accord. Même si je la prends, bon, pas sur les faits graves, mais j'ai un exemple qui est tout bête. Bon, elle casse un verre. Donc, bon, j'entends le bruit, je me lève, je dis, oh, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, ah, mais le verre, il a glissé, il est tombé. Il dit, oui, bon, le verre, il a glissé, bon, c'est quand même toi qu'il a lâché. Elle a dit, non, 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 il s'est cassé parce que le carrelage est dur. Jamais, jamais, elle ne se remet en cause, jamais elle ne dit que c'est elle. Vous avez besoin de poser les choses avec quelqu'un d'autre, puisqu'effectivement, vous n'y arrivez pas avec votre femme. Donc ça ne veut pas dire que c'est impossible et que vous n'y arriverez jamais. Hein. Ça veut dire aussi peut-être que vous vous séparez et puis ça c'est la vie qui vous le dira. Mais en tout cas ça veut dire qu'il faut que vous arriviez aussi à l'entendre et à vous dire que vous avez besoin de parler. Je vous dirais que déjà ça va beaucoup mieux depuis que je suis ici. Hein. Donc à ce point-là parce que, je vous l'avais dit, hein, donc oui. Bon, je vais aller voir un psy, mais... De toute façon, pour en venir à une telle violence de mots, hein, qui sont notés sur votre procès verbal d'audition, c'est qu'effectivement, la coupe était pleine. Mais il n'empêche que la violence, qu'elle soit verbale ou physique, c'est pas tolérable, on est d'accord. Ah ben, je l'ai jamais nié. Hein, donc, voilà. Donc si c'est pas tolérable, ça veut dire qu'il faut le faire avant, en prévention. Oui. Voilà. Oui. J'ai beaucoup de honte parce que je suis issu d'une famille, je dirais, avec des règles morales. De la honte, quelque chose qui ne doit pas se faire, dont je ne pensais pas quand je me suis marié, quand j'ai voulu créer une famille, c'était pas mon but. Et puis, tout ça pour en arriver là et tout casser, c'est terrible, c'est terrible. Quand ça a commencé, j'avais peur de lui parler, j'avais peur de lui demander quelque chose parce que je ne savais pas quelle réaction il pouvait avoir. Parce qu'il peut être très gentil et puis d'un coup, ça explose et il est très violent. Est-ce que ces actes de violence, c'était la première fois? Non. Non, c'est déjà arrivé plusieurs fois. On ne peut pas dire que ça soit fréquent. Mais par contre, psychologiquement, de tout le temps me rabaisser, de me dire que je suis une bonne à rien, ça c'était constamment. De la façon dont il me décrit que je suis quelqu'un de vraiment mauvais, que je ne sais rien faire,
que je détruis tout ce qu'il y a autour de moi, que j'essaye de détruire même notre couple. Je sais que je ne suis pas comme il le dit. Et c'est dur d'accepter, de dire oui, je suis folle, parce que je lui disais pour apaiser les choses. Oui, c'est moi qui ai tort, oui, c'est moi qui ai tout provoqué. Et c'était très très dur. Qu'est-ce qui vous rend triste aujourd'hui par rapport à cette situation ? Je suis désolée. De savoir qu'on a vécu au début une belle histoire d'amour et qui a mal tourné. Marius Jouvon, voilà, c'est cette rue-là, là, à gauche. Je vais vous poser des tas de questions sur vous, votre vie sociale, familiale, professionnelle. Rendre un rapport au magistrat pour le jour de l'audience. Rapport qui aura pour but, évidemment, de mieux vous connaître et d'individualiser la peine. C'est vraiment le but du contrôle judiciaire et de faire respecter les obligations et aussi de mieux vous connaître le jour de l'audience et savoir, essayer de comprendre, pas excuser, mais comprendre ce qui vous a amené à commettre ces faits qui vous amènent ici aujourd'hui. Le couple que formaient vos parents était un couple normal ou alors est-ce qu'il y avait des problèmes aussi? Alors donc, bien sûr, à l'époque, pour moi, c'était un couple normal. Oui. Bon, ils se disputaient, mais ils se parlaient beaucoup. Je me rappelle, puisqu'on dormait tous dans la même pièce, hein, j'ai jamais eu de lit jusqu'à ce que je parte à l'armée. Et d'ailleurs, je dormais jusqu'à l'âge de 10 ans dans le même lit que mes parents. Ouais. Et non, je sais qu'ils se parlaient, et ils parlaient souvent, ils se disputaient, mais je ne restais pas à la maison, à la maison c'était trop petit, on était toujours dehors. D'accord. Et quand vous disputez, il n'y avait pas de violence, il n'y avait pas... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux dire que oui, j'ai vu mon père avec les grosses colères. Qu'est-ce que vous appelez une grosse colère? C'était jusqu'à quel point? Il criait, il criait. Oui, mais il n'y a jamais eu de coups parfois? Moi, j'ai pas vu. J'ai pas vu. Mais on vous l'a dit, on vous en a parlé? Oui. Ah oui, oui, bien sûr. En attendant, au niveau de l'alcoolémie, est-ce que vous avez arrêté? Comment vous faites là? Je ne bois pas. Hein. C'est pas une dépendance de tous les jours? Non, j'ai pas du tout envie de boire. Vous dites que vous avez un problème avec l'alcool? C'est pas moi qui le dis, parce qu'on me dit toujours ça. Alors je le répète maintenant, parce qu'au début je disais non, moi là j'ai bu, je me suis forcé à boire pour me saouler. Dans quel but? Vous saouler dans quel but? Pour ne plus entendre, pour ne plus avoir le conflit, pour fuir, Bon, au prochain rendez-vous, on parlera de votre relation avec votre épouse. Donc c'était dans le but vraiment de fuir un conflit, parce que sinon, un conflit qui existe depuis un moment. Quand tout va bien, vous ne buvez pas. Donc c'est vraiment... Je bois quand je vais au restaurant, un bon verre, un pastis le dimanche, mais bon, pas comme j'ai fait là. D'accord. Et donc là, les faits qu'on vous reproche ont été commis sous l'emprise de l'alcool? Oui, tout à fait. Oui. Bien, Bon, vous savez que même sous l'emprise de l'alcool, c'est pas des choses à faire. Hein, non, et surtout pas à refaire. Et le but du contrôle judiciaire aussi va être d'essayer d'avoir cette prise de conscience et surtout, si vous avez encore des problèmes par la suite, de pouvoir les régler autrement que par l'alcool et la violence qui subséquente. Bon, mais ça, je pense qu'on pourra mieux en parler quand vous aurez vu l'alcoologue le 19 juillet avec qui vous aurez parlé. Donc, le 19 juillet.
là il est clair, je ne veux pas retomber là-dedans parce que moi, je vis vraiment des moments très durs, très durs et je ne veux plus, que ce soit pour elle, que ce soit pour moi, que ce soit pour... Alors est-ce que c'est le fait d'être tenu à l'écart? Je ne sais pas, mais en tout cas je sais que je ne veux plus. Et en même temps, il y a quelque chose que vous ne dites pas. Vous ne dites pas, j'ai frappé ma femme. C'est vrai, parce que ça c'est difficile. Je ne le dis pas parce que je ne le veux pas. Je ne veux pas faire ça. Pas, ça blesse. Je sais que je l'ai fait. Bon, il y avait autre chose que vous souhaitiez qu'on voit? Non. Comment dire, je suis assez pessimiste, je sais pas, sur ma condamnation, parce que, je sais pas, moi, ça prend des tournures, là, j'ai l'impression qu'elle va mettre de l'huile sur le feu et que je suis obligé d'accepter, voilà. Donc, vous ne le savez pas. Non, je ne sais pas, non, mais vous me posez la question que je suis tendu, je vous le dis. Par expérience, j'ai vu des femmes, des victimes très virulentes et qui, au dernier moment, se sont rétractées parce que elles avaient fait pendant ces 2 mois cette période de réflexion, etc. J'ai vu des gens aussi se séparer alors que je n'aurais jamais cru que ça pouvait arriver. Vous voyez, cette période de 2 mois, elle est bénéfique, j'espère qu'elle le sera aussi, bénéfique pour votre femme aussi, pour vous, mais aussi pour votre femme. Mettez-vous vraiment ça dans la tête. Arrêtez de vous dire elle va penser ci ou elle va penser ça. Vous n'êtes pas dans sa tête et vous ne savez pas comment elle évolue. Même si vous la connaissez depuis 25 ans, je veux dire, au jour d'aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est pas anodin. Quand on est extrait du domicile, qu'on est placé dans un foyer, qu'on a interdiction de prendre contact avec la victime, qu'on a interdiction de plein de choses, c'est pas anodin. C'est pas une petite dispute de couple. Donc elle aussi, ça va forcément la chambouler, tout ça. D'accord? Après, on va voir si elle vient au jugement, si elle maintient ses propos au jugement, parce qu'il y a tout ça aussi, comme je vous ai dit. Mais dites-vous qu'elle a pu avoir des mots ou des réactions sur le coup, sur le vif, qui ne seront plus les mêmes le 13 août. Tout comme vous. J'ai décidé de retirer ma plainte parce que j'estime qu'il n'y a pas besoin qu'il aille en prison. Si ça peut l'éviter d'aller en prison, il a été suffisamment puni comme ça, d'avoir été éloigné du domicile pendant plus d'1 mois et demi. J'espère qu'il sera libéré, qu'on puisse discuter pour savoir ce qu'on va faire dans l'avenir. Et vous n'avez pas peur? Non. Pourquoi vous n'avez pas peur? Parce que si je suis restée si longtemps, c'est aussi parce que je n'avais pas peur, c'est parce que j'aime mon mari. L'audience est reprise. Veuillez vous asseoir. Vous approchez, s'il vous plaît. Le tribunal, après en avoir délibéré, vous déclare coupable des faits qui vous sont reprochés, vous condamne à la peine de 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, avec en particulier une obligation de suivre des soins, tant sur votre problème de violence que sur votre problème d'alcool. Et confie le suivi de ce sursis avec mise à l'épreuve à la Perse, que vous connaissez déjà puisque c'est eux qui exerçaient votre contrôle judiciaire. Donc il faudra continuer à les rencontrer périodiquement et vous rendre chez eux à partir de lundi. Donc vous allez être suivi à la fois par la Perse et par le juge de l'application des peines qui vous convoquera aussi plus tard.
faudra suivre ces injonctions, essentiellement celle de vous soigner, ou de poursuivre les soins ou de les reprendre. Si vous respectez, ben, cette affaire ne sera plus qu'une histoire ancienne dans votre intérieur à vous. Si vous ne respectez pas, ben, ça reviendra ici et ça finira plus mal. Vous avez bien compris? Tout à fait. Voilà. L'audience est suspendue. Vous venez voir Madame le greffier qui a des signatures à vous demander. On n'est jamais libre de ça. On ne peut pas s'en libérer. N'importe quelle femme ne peut pas s'en libérer. Même si elle refait sa vie, elle aura toujours ça dans sa tête en regardant même son nouveau mari. C'est impossible. Moi, j'y crois pas. On apprend à vivre avec. C'est tout.